Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir Armel. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Charlène. Je vais bien, merci. Super. Alors, on se retrouve ce soir pour notre 6e interview. Comme on fait souvent, on va attendre que quelques personnes se connectent, histoire de laisser les gens s'installer, parce que ce soir, on aborde quand même un sujet assez intéressant, même s'il est vrai que depuis maintenant 6 mois, on aborde des sujets très, très intéressants. Mais c'est vrai que celui de ce soir est particulièrement intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Et pourtant, c'est un sujet qui fait l'actualité en ce moment, en tout cas depuis ces derniers mois, ces dernières années, même au Gabon. Et c'est un sujet qui est d'actualité partout dans le monde, la technologie. Donc, on va laisser les gens s'installer et ensuite, on va débuter. Mais c'est vrai que je suis très contente de partager ce live avec toi, Armel. Je te laisserai te présenter aussi tout à l'heure à ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'on change très souvent d'intervieweurs et c'est intéressant parce que ça permet de découvrir justement les représentants, on va dire ça comme ça, de l'Institut Concorde. Donc, c'est vraiment un plaisir de partager ce live avec toi ce soir. Oui, le plaisir est partagé aussi, Charlène. Super. Et effectivement, la technologie, l'innovation, on sait que la création de richesse dans un pays, ça passe par la technologie. Et effectivement, il est important qu'on aborde ce thème. Donc, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis dans l'Institut Concorde depuis le début. J'occupe la fonction, on va dire, de trésorier de l'Institut Concorde, mais c'est une longue aventure qu'on a commencé depuis et l'idée, c'est vraiment de pouvoir aborder tous les sujets qui peuvent être développés pour le progrès et la mise en œuvre de solutions au Gabon. Donc voilà, j'ai un background de scientifique, je suis ingénieur, je fais du management et le sujet effectivement d'aujourd'hui sur la technologie parce que j'ai déjà participé à énormément de projets technologiques et d'innovation, donc ça sera avec plaisir qu'on partage ce sujet et que effectivement on développe les idées, on fasse connaître un peu nos invités de la jeune génération gabonaise autour de l'innovation. Parfait. Alors, je pense qu'on va commencer pour être dans les temps. On n'a qu'une seule heure, donc on va débuter. Très rapidement, l'Institut Concorde, groupe de réflexion sur le Gabon, qui réunit des Gabonais, des Gabonaises pour penser leur pays. Je pense qu'à ce stade-là, tout le monde le sait, mais c'est toujours bien de rappeler. Ce soir, on va mettre le focus sur l'innovation technologique, enjeux et perspectives. Et on avait besoin justement pour saisir ce sujet d'inviter, d'avoir en fait ceux qui sont concernés par la question, donc d'avoir 2 invités que je vais laisser se présenter rapidement. Et c'est vraiment un honneur pour moi de les avoir ce soir parce que c'est vrai qu'au début de l'histoire de l'Institut Concorde, c'est ça, c'est découvrir des talents, découvrir justement des personnes qui font la différence dans leur domaine, parce que malheureusement, nous ne nous connaissons pas tous. Et ce soir, vous allez voir que les différents profils qui sont présents sont très, très intéressants. Alvin, je vais te présenter. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alvin Yeno. Bonsoir, merci à l'Institut Concorde. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je peux te tutoyer, te vouvoyer. Bien Qu'est-ce que tu sûr. préfères? Le tutoiement. Allez, on va aller sur le Oui, je tutoiement. préfère le tutoiement. Comme ça, ce sera très simple. Donc, merci d'être là. Parmi nous, on est vraiment très heureux de te recevoir parce que tu fais l'actualité en ce moment au Gabon et on espère que tu nous apporteras plein d'informations sur le sujet de la technologie. Je l'espère aussi. Super. Yuri, bonsoir à toi aussi. Bonsoir, bonsoir. J'espère également que je peux te tutoyer, vu que je l'ai déjà commencé plus ou moins. Génial. Ouais, Donc, parfait. On est aussi très heureux. Toute l'équipe est très heureuse de vous recevoir tous les deux. Et on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des profils comme les vôtres, ce soir. Donc, ce soir, comme vous le savez, on va vraiment mettre un focus encore une fois sur la technologie, notamment les enjeux et les perspectives. Et on a décidé de présenter cette thématique sous 3 angles. On va partir sur des généralités,
pour savoir effectivement de quoi on parle, parce que c'est important que ceux qui nous suivent, ceux qui vont nous regarder ce soir, sachent de quoi on parle, de quoi il est question lorsqu'on parle de technologie. Ensuite, on va vraiment mettre l'accent sur vos innovations, puisque vous êtes là parce que vous êtes innovants. Vous avez créé l'un comme l'autre, soit des plateformes, on découvrira, donc vous nous parlerez de vos créations. Et enfin, on terminera justement sur la portée de la technologie au Gabon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous sentez ou vous ressentez qu'il y a une perspective d'avenir dans ce domaine? Et est-ce qu'il y a des apports justement qui pourraient nous permettre de penser que ça apportera grandement au développement économique du pays? Donc voilà grosso modo comment est-ce qu'on va, on va axer nos propos ce soir. Donc on va débuter sans plus tarder. Je vais passer la parole, donc repasser la parole à Alvin. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes une définition très simple, pour toi, comment est-ce que tu pourrais nous définir la technologie? Qu'est-ce qu'on entend par technologie? Alors, technologie, c'est malheureusement ou heureusement pour moi, un mot qui regroupe plusieurs définitions. C'est assez large. Donc, généralement, quand on parle de technologie, on pense à un ensemble de techniques et de connaissances qui sont appliquées de manière ordonnée. Mais dans notre cas, je pense qu'on devrait plutôt mettre l'accent sur les nouvelles technologies. Et là, les nouvelles technologies, c'est abusivement ce qu'on appelle le numérique, le digital. Donc, pour vraiment rester, pour pas aller en profondeur, je préfère rester sur cette définition assez simple, à mon avis, je pense. Ok, d'accord. Faire un lien avec le numérique, mais justement, c'est la question que je me posais un peu en préparant cette interview. Est-ce qu'on peut vraiment distinguer ou est-ce qu'on doit distinguer technologie de numérique? Ou le numérique est un outil de technologie? Le numérique est un outil de la technologie parce que quand on parle de technologie, on peut penser à la science, on peut pas penser à l'informatique de manière générale. Donc la technologie, c'est assez vaste. Il y a la technologie partout, il y a de la technique, mais le numérique, c'est spécifique, c'est un couloir bien à part. Donc le numérique fait partie intégrante de la technologie, d'où on parle de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Pour faire cette petite différence entre le mot global, technologie, et numérique digital qui est en fait dans la branche des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, oui, ça me paraît clair. Peut-être Très que clair. Yuri, tu veux compléter sur cette question de concept, de définition? Oui, oui, je pense elle fait très bien la nuance, justement, parce que les nouvelles technologies, c'est le numérique, et j'irais même plus loin, moi qui viens d'un background statistique, donné, c'est une nouvelle façon aussi finalement d'utiliser l'environnement qui nous entoure, d'utiliser l'information, et c'est grâce aux nouvelles technologies justement qu'on y arrive. Donc ouais, je pense que le focus sur le numérique, qui est en fait, on va dire aujourd'hui, 50% ou 60% des sociétés sont en train de se transformer, en tout cas, que ce soit dans le CAC 40 ou dans les entreprises, on va dire, les plus importantes aujourd'hui. Et donc, effectivement, je rejoins Alvin sur ce point-là. Il faut faire une nuance entre les technologies qui peuvent regrouper vraiment, on va dire, tous les secteurs finalement, et le secteur numérique qui est vraiment, on va dire, singulier. Ok. Donc déjà, rien qu'à travers la définition que vous donnez, de part et d'autre, on voit déjà une certaine richesse. D'où ma deuxième question. Euh, Quel est l'apport finalement de ces nouvelles technologies ou quelle est la contribution de la technologie dans son grand ensemble au développement économique et social d'un pays? Comment est-ce qu'on peut le mesurer et comment est-ce qu'on peut le caractériser, cet apport? Je vais peut-être passer la parole à Yuri, ou du moins te la redonner. Alors, oui, je dirais, pour faire simple, on va prendre l'exemple du Gabon. Et on va dire, on a commencé à implémenter, à faire une couverture de la télécommunication assez forte. Donc, là, il y a eu une dynamique assez forte ces dernières années. Et on remarque que le Gabon, aujourd'hui, est un des pays les plus connectés. Et donc, ça a ouvert, en fait, une nouvelle économie. En fait, tout simplement, ça a ouvert de nouvelles entreprises, un nouveau marché, de nouveaux métiers aussi. C'est là où on a vu justement des écoles commencer à pousser aussi dans ce numérique-là parce que meilleure connexion, connexion plus accessible, dit en fait tout simplement vraiment un tout nouveau marché qu'il fallait saisir. Donc je dirais que on peut le remarquer déjà rien qu'à la création, hein, quand on regarde toutes les sociétés créées
qui se basent finalement sur le réseau, hein, que ce soit le mobile money, que ce soit le e-commerce, sur les applications, etc. Il y a une vraie économie qui s'est créée. Je pense aussi encore informelle parce que c'est pas encore assez structuré, mais en tout cas, il y a une vraie dynamique dans ce sens. Ok, très bien. Création de services, réponse à des besoins. Donc, on voit que effectivement le tissu économique est assez enrichi de ces innovations technologiques. Alvin, tu voulais peut-être ajouter quelque chose en plus? Oui, alors quand je consulte le rapport de Haute Suite 2022, donc ils disent que le Gabon a une population de 2 millions 31 d'habitants et dans ces 2 millions 31 d'habitants, nous avons 1 million 43 000 internautes. Je Ok. pense que c'est pas négligeable et avec ça, nous avons un taux de pénétration d'Internet à 62%. Ce qui veut dire que majoritairement, le pays est assez numérique, si je dois dire ça comme ça. Après, oui, numérique, mais le plus souvent, quand on parle de numérique au Gabon, on voit Libreville, on voit Port-Gentil. Mais le reste du pays ne suit pas forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un impact, il y a bien un impact. On a vu avec ces chiffres que l'impact social est bien présent et assez fort. Et s'il faut aller sur des cas pratiques, je dirais par exemple avec l'avènement du Covid, ça déjà c'est tout le monde qui a subi. Ça a été comme une accélération de la transformation digitale en fin de compte. On a vu des entreprises, des startups comme Yobo Resto, par exemple, qui a un service de livraison de nourriture à domicile, éclore et vraiment se développer parce qu'il n'y avait plus moyen d'aller dans les restaurants, il n'y avait plus moyen, avec le couvre-feu, ce n'était pas évident. Et donc, on a vu ce genre de service se développer. Donc, ce n'est pas quelque chose à négliger. On peut citer d'autres services comme e-tax, qui est une plateforme qui permet de déclarer ses impôts en ligne. Donc ça, déjà, je pense rien qu'avec C'est une plateforme qui existe au Gabon, cette plateforme? Oui, bien sûr, elle existe au Gabon. Avec cette application, on peut suivre même l'économie du pays parce que si les entreprises viennent déclarer les impôts, bah, on peut suivre l'économie du pays. Donc, il y a pas mal de choses. Il y a une autre application comme Sienta qui a aussi vraiment eu un succès pendant la période de la pandémie. Sienta, en fait, c'est l'école en ligne. C'est l'école en ligne. Et pendant la pandémie, on a vu des partenariats avec Airtel pour favoriser aux apprenants qui n'avaient pas de connexion, une forte connexion, qui ne pouvaient pas acheter de la connexion, suivre des cours en ligne. Donc, c'est assez présent. C'est vrai que ce n'est pas aussi présent qu'en France, par exemple. Donc, je dirais que quand on parle de transformation numérique ou d'impact numérique au Gabon, on ne devrait pas regarder avec les lunettes de la France ou de la Belgique ou je ne sais pas de quel pays, mais on devrait regarder avec nos lunettes à nous, Gabonais. On voit, par exemple, qu'il y a de plus en plus de petites boutiques qui se créent sur Facebook. Il y a 5 ans, il n'y avait pas. Et aujourd'hui, par exemple, une maman qui fait des feux de manioc, bah, elle revend sur Facebook. C'est peut-être pas aussi pertinent, mais dans un premier temps, c'est déjà assez pertinent quand même. Donc, oui, le numérique a bien sa place au Gabon. Le numérique a bien son impact social et économique finalement. On peut aussi voir la création de nouveaux métiers qui n'existaient pas, comme développeur web. Aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille dans une pharmacie, mais il y a 10 ans, enfin, il y a même 5 ans, ce n'était pas imaginable. Mais aujourd'hui, vous avez des pharmacies qui ont des services de livraison. Vous avez des pharmacies qui ont le système de click and collect qui vous permettent donc de choisir vos produits et vous venez les rechercher. Ça fait que même dans le monde médical, qui est un secteur assez fermé, finalement, il est obligé de s'ouvrir face au numérique parce qu'on n'a pas le choix. On l'a bien vu avec la COVID. Soit on se transforme, soit on disparaît. Donc, il y a cette création de nouveaux métiers. Si aujourd'hui, il y a un développeur dans une pharmacie, il y a un community manager dans une pharmacie, c'est de nouveaux emplois et c'est l'économie du pays qui va tout bien en fait. Tout à fait. C'est vraiment très intéressant les points que vous soulevez tous les deux et on se rend compte que effectivement ce taux de pénétration dont tu parlais tout à l'heure du numérique au Gabon et des innovations technologiques et tout ce qui va avec est assez haut. En fait, ce taux, il est vraiment non négligeable. Et est-ce qu'on pourrait l'expliquer par le fait que la population est assez jeune? Parce qu'on sait très bien que nos anciens, avec la technologie et notamment les réseaux sociaux et tout ce qui va avec, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut expliquer justement ce chiffre qui est assez élevé finalement par cette jeunesse dans la société gabonaise? Ou non?
Moi, Yuri, je oui. Moi, dirais je que pense. j'y vais. Ok. Non, je disais que je pense que c'est assez ancré depuis. Je pense que même à l'époque du 3310, du Nokia, le Gabonais de tout âge s'était déjà approprié le téléphone. Je pense que, en fait, nous, la technologie se livre beaucoup au mobile. Et en Mhm. fait, on a évolué avec le mobile au fil des années. Et quand le smartphone est arrivé, je pense que tout le monde se l'a approprié. Moi, autour de moi, je vois toute génération aujourd'hui avec le smartphone, avec WhatsApp, qui essaye vraiment de s'approprier, d'aller sur YouTube, de découvrir en fait la technologie, en tout cas les innovations que les autres nous proposent. Et pour revenir aussi sur l'innovation que tu évoquais, je dirais que nous, on est beaucoup plus dans la reproduction en fait de l'innovation qui ont été déjà développées. On est à ce stade. J'espère que bien sûr un jour on puisse être, on va dire, faire de lance sur une problématique, je sais pas, par rapport à la biodiversité ou quelque chose, un des sujets comme ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on essaie en tout cas de reproduire ce qui se fait bien en l'adaptant bien sûr aux réalités locales. Tout à fait. Très bien. Maintenant est venu le moment, effectivement, de passer à vos parcours. C'est-à-dire que on vous écoute, on vous découvre, beaucoup vous découvrent ce soir et c'est vrai que des profils comme les vôtres sont assez particuliers et il faut le noter. Donc, on aimerait un peu savoir quel a été votre parcours, vraiment grosso modo, hein, dans les grandes lignes. Quel a été votre parcours, par quoi est-ce que vous êtes passé et comment est-ce que vous êtes tombé amoureuse de la technologie et des nouvelles technologies. Racontez-nous un peu votre histoire, mais vraiment brièvement. Alvin? D'accord. J'ai bien aimé l'intervention de Yuri quand il disait que le Gabonais, en fait, il a toujours été numérique. Et ça, c'est vrai parce que c'est le cas de mon grand-père. Mon grand-père, aujourd'hui, il a 70 ans et poussière, mais en fait, c'est lui qui m'a donné cet amour du numérique. À l'époque, déjà, quand j'étais une jeune adolescente, on allait ensemble dans les cybercafés, donc je commençais à tapoter un peu sur les claviers et j'aimais bien. Et de fil en aiguille, comme on dit, j'ai commencé à m'intéresser à la chose. J'avais toujours un petit code pour craquer les téléphones à l'époque. Donc, j'avais déjà cet esprit, mais je ne savais pas forcément que c'était ma voie ou du moins que j'allais en faire un métier. Alors, après le bac, ma mère, elle voulait à tout prix que j'aille apprendre à l'étranger. Oui, mais non, Alvin, tu vas faire qu'au Gabon, il faut que tu sortes. Et moi, en bonne gabonaise amoureuse de sa terre natale, je disais, mais non, maman, moi, je veux rester, tu vas voir, je vais réussir. Et là, il fallait que je puisse convaincre ma mère que si je reste, j'irai dans une bonne école et j'aurai un bon diplôme. Et ça a été comme, à ce moment, ça a été comme une révélation. Voilà, au moment où je cherchais l'école, je suis tombée sur l'INPETIC. Alors, l'INPETIC, c'est l'Institut national de la poste, des technologies de l'information et de la communication. Donc, ils font des concours. On n'entre pas simplement, il faut faire un concours. Et cette année, il y avait une nouvelle branche, génie informatique, option multimédia Internet. Quand j'ai lu le titre, tout de suite, je suis tombée amoureuse. J'ai dit non, il faut que je fasse ça en fait. Je suis allée faire les recherches sur Internet, j'ai vu les débouchés et j'ai compris que ça collait avec qui j'étais, ça colle avec, ma nature, ma personnalité et j'ai fait le concours. Et j'ai été retenue. Et par la suite, donc j'ai fait 3 ans. J'ai d'abord eu un DTS en génie informatique, option multimédia Internet, puis une licence professionnelle en communication digitale et webmastering. Seulement, je trouvais que ma formation était un peu, comment je vais dire, généraliste. C'est-à-dire que je Oui. touchais un peu de réseau, j'ai fait un peu de CCNA, je faisais de l'audiovisuel, je faisais Photoshop. En fait, je faisais tout, un vrai couteau suisse. Mais j'avais besoin de vraiment trouver ma voie et de me mettre dans un couloir, notamment celui du web. Et c'est comme ça que j'ai été confrontée au concours, encore une fois un concours, de Ouais. l'école 241. Et l'école 241, qui est une école qui forme au métier du numérique de manière accélérée, de Monsieur Silver Boussamba. Je pense que vous avez déjà reçu. On l'a reçu, Donc, oui, tout à fait. voilà. Donc, je suis allée à l'école 241 et là, ça a vraiment été vraiment l'occasion pour moi j'ai envie de dire, d'approfondir et surtout de choisir le couloir, notamment le web, donc le développement front-end. Et pourquoi le front-end? Parce que j'avais une frustration à l'école, c'est que quand on nous donnait des devoirs, on nous disait il faut que ça fonctionne. Mais on ne disait pas il faut que ce soit beau, il faut que l'utilisateur aime, il faut que le parcours. En fait, on était juste sur le back-end. Bon, le back-end, ça c'est un. Yuri comprend peut-être. Bon, je ne sais pas si tu Ouais. comprends. Quand on parle de back-end, Oui, en moi, fait, je ne on comprends parle pas. plus. Voilà, en fait, le back-end, on C'est la aborde plus. mécanique derrière.
voilà, les Ok. fonctionnalités. Et on était en fait focus fonctionnalité, il faut que ça fonctionne, il faut que ça fonctionne. Et moi, en fait, je trouvais pas ça drôle. Je disais, mais pourquoi il faut toujours que ça fonctionne? Et même quand c'est vilain, il faut que ça fonctionne. Et donc, moi, j'ai voulu faire le front-end. Donc, le front-end, c'est toute la partie visible, tout ce qu'on voit, les couleurs, le texte. Pourquoi choisir une police? Parce que oui, on choisit pas une police par hasard quand on fait un site web. On ne choisit pas Oui. des couleurs par hasard. On ne décide pas de mettre une page par hasard. Il faut faire une étude avant, une étude sur la personne qui va utiliser la plateforme. Il faut qu'il ait une belle expérience. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Donc, j'ai dit, bah non, moi, je ne vais pas faire du back-end parce que de toute façon, il y en a beaucoup qui sont focus. Il faut que ça fonctionne. Mais au final, les utilisateurs, ils n'aiment pas parce que, bah, excusez-moi, vous avez codé toute la nuit, ok, ça fonctionne, mais vous n'avez pas codé pour eux, vous n'avez pas pensé à comment est-ce qu'ils vont utiliser. Et donc, j'ai vraiment aimé tout ce qui est front-end, tout ce qui est UX design, et j'ai décidé d'en faire ma spécialité. Voilà. D'accord. Ouais, mais dis donc, c'est très, très riche et très intéressant. Comme quoi, faut savoir s'écouter et rebondir au moment où il le faut, parce que souvent, les parents nous disent des choses et on n'a juste pas envie de le faire. Et si on ne s'écoute pas, Exact. malheureusement, on passe à côté de sa voix. Donc, bravo, bravo pour ce beau parcours. Yuri, raconte-nous ta belle histoire aussi, également. Alors moi, j'ai commencé avec un parcours sciences économiques. Donc j'ai fait un bachelor en sciences économiques. Et moi, c'est en troisième année où je tombe sur, comme je dis, un parcours statistique. Donc ça, ce qui s'appelle l'économétrie. En gros, la mesure de l'économie, voilà, tous les chiffres qu'on peut ressortir pour appuyer ou infirmer une théorie, par exemple. Et ça, Et en fait, c'était à j'ai découvert l'étranger? simplement, ouais, c'était à Allez. Montréal, Ok, à l'université de Montréal. d'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert en fait que les chiffres pouvaient faire parler finalement et pouvaient venir confronter, en tout cas la théorie, les théorèmes. Et donc je suis tombé amoureux des chiffres. Et ça se trouve en fait, je suis arrivé à un moment où il y avait cette vague technologique. Donc étant assez à l'aise, on va dire, avec tout ce qui est statistique, etc. En fait, la data science, tout ce qui est ingénierie de données, science des données, m'a attiré forcément parce qu'en fait, c'est de la statistique, mais on va dire à grande échelle, tout ce qu'on peut appeler big data, etc. Et donc voilà, je me suis lancé en master là-dedans et puis alternance en France. Et puis voilà, pendant 5 6 ans, j'ai évolué en tant que data scientist dans différentes structures. En gros, l'idée, c'est quoi? On est vecteur d'aide à la décision. On doit essayer de penser. Bon, par exemple, je prends toujours un exemple assez simple. L'achat d'une bouteille de Hamza, par exemple, assez cadeau. Ben, c'est une information qui rentre dans le système. Cette information, est-ce qu'on peut la valoriser ou pas? Oui, par exemple, on va aller récupérer toutes les bouteilles de qui ont été vendues à la journée. On va regarder sur les 5 dernières années. Voilà, on va essayer de valoriser l'information qu'on a et les fournir en type de dashboard, de prévision ou rétrospective au directeur, quoi. On va dire, en gros, D'accord. j'ai commencé comme ça et puis ben, tu découvres toute la technologie, tu découvres les infrastructures, le data center, ben, le front aussi. Et je suis d'accord avec ce qu'elle disait. Et je trouve que beaucoup au Gabon, ça fonctionne. Mais en termes d'expérience utilisateur, il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est vrai, Ouais. sur certains sites. Et donc voilà, je suis vraiment tombé amoureux de tout cet univers-là. Et puis au bout d'un moment, j'ai l'appel du pays était trop, trop forte. Il fallait que je rentre. Et puis bon, je pensais que j'avais fait le tour. Ici, comme elle disait, on est 10 000, on est 15 000. Oui. Et les profils, en tout cas comme les profils technologiques au Gabon, il y en a. Mais on n'est pas encore assez nombreux pour vraiment avoir une vraie force en fait. Un vrai impact, on va dire, à l'échelle nationale. Tout Donc à voilà, fait. je suis rentré, j'ai ouvert ma boîte et puis ben, j'accompagne les sociétés dans ce sens-là, tout ce qui est transformation digitale, comment cliquer la clé USB pour basculer sur un univers de base de données relationnelles et ensuite automatiser les processus métiers, etc. Grosso modo, on aura le Ok, temps peut-être d'approfondir. d'approfondir. Ok, très bien, parfait. Armel, je vais te passer la parole. Merci en tout cas pour vos réponses. Je ne sais pas si on a des questions dans le public, si on les prend maintenant ou si on avance. C'est vraiment comme tu sens de ton côté. On va prendre une question dans le public. D'accord. Donc, la question, c'est, y a-t-il des sociétés dédiées à la cybersécurité? Donc, effectivement, avec votre retour d'expérience et sur le terrain, est-ce que la question de la cybersécurité, de la protection de la donnée au Gabon
est accompagné par des boîtes au Gabon et est pris au sérieux. Bon. Je laisse Alvin d'abord nous donner son avis. Déjà, je sais qu'il y a BS Gabon. Oui. BS Gabon, ils sont leaders dans ce domaine et ce n'est pas une boîte qui est simplement au Gabon. Après, je ne veux pas qu'on parle simplement de cybersécurité. On va aussi attaquer quel site en fait? On a d'abord quel type de site aussi au Gabon à attaquer? Un site de e-commerce, quel est l'intérêt en fait? Donc, je pense qu'il n'y a pas tellement une menace. Il y a certainement des menaces, mais là où il y a la menace, il y a aussi la solution. Il y a BS Gabon, par exemple, et pour les sites des commerçants ou les sites... je ne vois pas, en fait, je vois pas... D'accord. Donc, je ne trouve pas qu'on ait effectivement, des c'est vrai. sites pertinents qui susciteraient l'intérêt des hackers. Enfin, du moins pas suffisamment. Effectivement, je pense que sur le numérique, peut-être, on irait plus voir dans des sociétés pétrolières, Total, des gros groupes comme ça. Et effectivement, et eux, je pense qu'ils sous-traitent peut-être géré, à c'est géré depuis le siège, généralement. Voilà, c'est ça, effectivement. Cette sécurité-là. D'accord. Mais quand même, je voulais juste rebondir sur la cybersécurité. C'est vrai qu'on n'a pas, on va dire, on ne s'est pas numérisé assez pour avoir peur, en fait, de représailles. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, le plus simple, c'est la clé USB aujourd'hui, le piratage. C'est aller récupérer l'information sur un poste fixe parce que tu peux rentrer n'importe quel connecteur, il n'y a pas de pare-feu, il n'y a pas de DMS. Bon, voilà, il n'y a pas vraiment de sécurité. Oui. Mais même en termes de mots de passe, moi, j'étais surpris dans une formation d'acculturation numérique. Les mots de passe, c'est encore compliqué. Donc, on est à ce niveau-là où on n'a pas cette connaissance d'alphanumérique, en tout cas pas tous. Essayer d'avoir même des phrases, en tout cas des petites solutions assez simples pour avoir un mot de passe, donc un code d'accès assez solide. Ici, on va mettre vraiment les mots de passe vraiment avec la date, vraiment sans se soucier. Donc, je pense qu'on est à ce niveau-là en termes de cybersécurité. Est-ce que ça nécessite des sociétés? Je ne sais pas. Peut-être pour des niveaux étatiques. Bon, là, je pense qu'ils savent comment faire. Et puis aussi peut-être à Port-Gentil, effectivement, avec les sociétés pétrolières. Mais bon, c'est géré depuis Paris, généralement, pour les sociétés françaises. D'accord. Effectivement, il y a encore un peu de travail culturel à faire. Et puis, la situation ne s'y prête pas encore pour le moment. Ce qui est intéressant dans vos profils, c'est que vous avez entrepris. Donc, je pense que Yori, tu as créé ta boîte et Alvin aussi. Tu as un projet, Alvin, d'une plateforme. Et j'aimerais que tu nous parles de cette plateforme déjà, la plateforme Tina, et d'essayer de présenter ça à tous qui nous suivent. Et ce très beau projet qu'on aimerait tous que tu fasses découvrir au Gabon. D'accord. Alors déjà, Tina, c'est le sang en langue mienne. Et Tina, c'est une plateforme communautaire d'entrée de dons de sang qui met en relation les donneurs et demandeurs de sang. Pourquoi cette plateforme? Parce que généralement, lorsqu'on a besoin de transfusion sanguine, il nous faut des donneurs. Et si on n'a pas ces donneurs à temps, malheureusement, on perd la personne qui a besoin de transfusion. Si on parle de transfusion sanguine, c'est que la personne n'a pas toute sa vie pour attendre. Donc, il faut pouvoir agir rapidement et surtout en sécurité, sans stress. C'est pour cela que cette plateforme... c'est comme ça que m'est venue cette idée. Mais quand même, j'aimerais souligner que j'ai une sœur en fait atteinte de lupus et à chaque fois qu'elle avait besoin de transfusion, c'était le même stress, la même panique. On appelle la famille, on pose sur les réseaux sociaux et étant dans le numérique, et on sait que le numérique apporte des solutions, je me suis dit, pourquoi pas une plateforme qui pourrait l'aider elle, mais surtout les autres qui sont dans son cas, et qui pourra aussi me protéger, nous protéger, parce qu'en fin de compte, on n'est pas à l'abri tous de transfusion sanguine. Un accident est vite arrivé, un accouchement, l'hémorragie, un petit enfant qui a du palu, et puis voilà. Donc, on est tous des potentiels demandeurs à un moment ou à un autre. Donc, voilà un peu China. Je ne sais pas si ça c'est clair, s'il y a d'autres questions. Le lancement officiel se fera le 14 juin parce que c'est la journée du donneur. Donc, voilà. Je parle avec les écoles. Ce sera une application qui sera disponible où les gens pourront faire des demandes et d'autres personnes se proposer. Exact. Voilà. Oui, c'est ça. Ah, mais ça bravo, hein, parce qu'effectivement, ça a beaucoup aidé et derrière, ça va permettre, je le souhaite, de fluidifier
au niveau des demandes et de l'accès aux transfusions sanguines. Yuri, qu'est-ce que DS Lab? Alors, DS Lab, c'est une société qui accompagne, je dirais, les sociétés ou les particuliers, en fait, dans leur parcours digital. Donc, vraiment, comme je disais, c'est juste même de la simple discussion, essayer de comprendre déjà le niveau de maturité, de compréhension de la société, alors proposer une stratégie de transformation. Donc, on va aller, par exemple, voilà, comme je disais, partir des clés USB, commencer déjà par une base de données relationnelle assez simple, et puis proposer un ERP si c'est pas déjà le cas. En fait, la stratégie aujourd'hui, je pense un peu partout, c'est de paperless, quoi. C'est moins de papier, sachant qu'on est aussi un pays qui se bat un peu pour tout ce qui est environnemental. Donc, je pense que le paperless ne peut pas nous faire de mal. Et puis, on sait tout ce qui peut arriver avec le papier. Un incident est très vite arrivé, on perd ton dossier. Euh, Si, par exemple, moi, j'ai un exemple concret, mon permis, j'ai du mal à le refaire depuis un petit moment. Mais bon, ça, ce sont des choses que je pense qu'à l'avenir, le Gabon sera doté de ces outils-là. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement. Ça peut être aussi un simple site internet. En fait, c'est voilà, c'est la bascule au numérique. Vraiment proposer à la société d'avoir une identité sur le numérique, changer sa culture. Quand je parlais de la culturation, c'est juste montrer que même vous êtes, comme je disais tout à l'heure, on est numérique au Gabon depuis assez longtemps. Donc c'est juste aller à l'étape supérieure, en fait, essayer de franchir ce pas supplémentaire, avoir d'autres réflexes que des rétentions d'informations. Parce que quand tu as la clé USB, par exemple, chez toi, ben, l'autre n'a pas accès. Pourquoi pas la partager? Il y a des solutions aujourd'hui qui sont là pour ça. Soit vous créez une en interne, ou alors vous allez chez un éditeur, c'est peut-être plus simple avec le support qu'il faut. Donc voilà, j'essaye d'accompagner comme ça les petites ou les moyennes entreprises, et puis voilà, on va dire d'implémenter un peu cette nouvelle façon de penser là et cette nouvelle façon de travailler, hein, tout simplement. D'accord, ça c'est très bien de pouvoir le faire parce que c'est un marché, à mon avis, qui est encore très ouvert au Gabon. Et je voulais savoir comment tu es passé de l'inspiration de cette solution-là à la mise en œuvre sur le terrain, en fait. C'est-à-dire quelques lignes clés, quelques étapes clés pour que les gens puissent un peu voir le parcours et identifier les différents leviers qu'on peut mettre en place pour pour mettre en effectivité un projet au Gabon. Alors, tout simplement, moi, je suis assez, on va dire, assez direct. J'aime quand ça va vite. Donc, en fait, j'ai eu l'idée et puis ben, j'ai décidé tout simplement de prendre mon billet et d'aller sur place. J'ai identifié des profils sur LinkedIn, des contacts aussi que j'avais déjà. J'ai échangé. J'ai pris des rendez-vous avant d'y aller. Quand j'arrivais, j'allais les contacter. Donc, voilà, j'ai vraiment essayé de caler, on va dire, un mois assez focus avec vraiment rendez-vous tous les. En fait, c'est ça. Je pense qu'au Gabon, déjà, pour pouvoir monter un projet, il faut être déterminé, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut rien lâcher. Il faut pas venir, parce qu'on avait tendance, nous qui étaient à l'étranger, de venir en vacances toujours, bah, je vais voir la famille. Donc, c'est d'autres réflexes à adopter aussi. Se dire que voilà, on est venu pour un métier ou en tout cas pour un projet. Donc, on se responsabilise. Et puis, je pense en échangeant et puis en conseillant les gens, des fois même, on va dire, un peu pro bono sur des problématiques qu'ils pouvaient avoir, voilà, en networkant, etc., que j'ai commencé en fait à faire des contacts. Et puis, ben, une discussion à une autre, il y a une première proposition, et puis voilà, et puis tu commences à te faire ton petit bout de chemin. Mais bon, avant tout ça, il faut bien sûr s'enregistrer. D'ailleurs, je tiens à remercier la NPI parce que ben, Covid aidant, en fait, j'ai monté mon entreprise depuis la France sur la NPI. J'ai envoyé tous mes dossiers, ils m'ont répondu, c'est arrivé numériquement. J'ai eu ma fiche circuit, j'ai payé en carte. J'avoue, j'étais surpris, hein, je crois que c'était 2021. J'étais assez surpris de cette initiative, mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à anticiper ma venue aussi sur place. D'accord, donc effectivement, c'est maintenant facile de pouvoir créer une entreprise au Gabon. Tu te déclares, tu peux te déclarer de n'importe où et commencer à travailler et enregistrer tes contrats et tout ce qu'il y a derrière. Ok. Et Alvin, dis-nous un peu alors par rapport à ton parcours, toi,
Quand l'idée t'est arrivée et suite, effectivement, je pense aux problèmes que tu as évoqués de santé et tout, la plateforme, effectivement, tu nous as dit elle sera disponible bientôt. Quel cheminement tu as fait? Et derrière, après, la deuxième question qu'il y aura derrière, c'est en termes de communication, quel est le rôle de la communication derrière, en fait? Comment la communication a joué dans ton cheminement pour la mise en œuvre de ta plateforme? Alors, quand j'ai eu l'idée du projet, excuse-moi, tu peux reprendre ta question? Donc, la première question, je reprends, c'est clairement de dire l'idée, tu l'as eue. Maintenant, comment tu l'as matérialisé ton idée? Et comment est-ce D'accord. que ça a arrivé à être sur place, à déboucher sur une application qui sera disponible? Donc, les différentes étapes, pas besoin d'aller dans le détail, mais vraiment comme Yuri a évoqué quelques étapes. Et ensuite, après ça, en termes de communication, quel était le rôle de la communication dans D'accord. la diffusion de ton projet? Alors, quand j'ai eu l'idée du projet, j'étais vraiment toute excitée. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais vraiment ce qui m'attendait, c'était pas du tout facile. Parce que déjà, comme vous l'avez mentionné, quand on parle de don de sang, il y a beaucoup de craintes derrière, il y a beaucoup de préjugés. Et donc, moi, je suis là, une petite étudiante, je sors de l'école, je me dis, ah ouais, je vais faire cette application. Je vous promets que ce n'était pas facile. Déjà, en termes de régularisation, c'était pas facile parce que j'avais pas de fonds au départ, j'avais rien. Et là, j'ai dû faire un programme, le programme de Tony Eloumelou, qui m'a vraiment beaucoup aidé parce que avec ça, j'ai pu voir plus clair. Au début, quand on a une idée, ça va dans tous les sens. Avec un programme, avec des formations, vous pouvez affiner votre idée. Donc, j'ai pu savoir à quel niveau est-ce que moi, je pouvais intervenir parce que ce genre de projet, c'est pas généralement à des civils d'y penser. C'est pas généralement à des civils d'y penser. Même si un civil y pense, ça va être un peu fermé parce que bah, c'est pas son domaine et c'est même pas son rôle en fait. Donc, j'ai dû à cet instant savoir quelle était ma cible et quel côté, enfin, quel pan du projet je devais développer. Et c'est donc j'ai compris que c'était la mise en relation des donneurs et demandeurs. Donc, la formation de Tony Eloumelou m'a permis de sortir un peu de là, plus clair, de savoir ce que je voulais, même si c'était compliqué parce que c'était une formation en ligne. Qui dit ligne, enfin en ligne, c'est pas vraiment ça, mais au moins je savais déjà un peu comment aller, comment avancer. Et après, j'ai quand même eu un site capital. C'est vrai que c'était pas beaucoup, mais ça m'a permis déjà d'acheter un ordinateur parce que oui, j'étais étudiante, j'avais rien. Donc, j'ai pu acheter l'ordinateur avec, mais bon, c'est vite passé. Et nous sommes rentrés dans la phase du Covid-19 où c'était vraiment à fond, tout était fermé. Là, j'ai dû mettre le projet en stand-by. Mais j'avais toujours cette idée et comme les gens savaient déjà que je portais ce projet, automatiquement, dès qu'ils avaient des proches qui cherchaient des donneurs, ils venaient vers moi. Alvin, on cherche des donneurs. Je disais, mais les gars, moi, je n'ai pas de donneurs en fait. Qu'est-ce que je vais faire? Et donc, j'ai commencé avec un groupe Facebook et des groupes WhatsApp pour moi avoir une petite base de données. J'ai fait avec ce que j'avais. Donc, j'avais au moins ce petit groupe de Facebook et ce petit groupe sur WhatsApp, au moins où il y avait quelqu'un qui pouvait aider. Et ça, déjà, quand il y avait ce donneur disponible, c'était déjà une joie pour moi et ça a vraiment été une force pour l'avant. Et donc, l'année dernière, j'ai participé au concours du Startup Challenge de Move Africa Gabon Télécom. Et ce concours m'a vraiment facilité, on va dire, parce que c'est avec le site capital de ce concours que j'ai pu travailler sur l'application. Parce que, comme j'ai dit, moi, je suis front-end, donc je savais ce que je voulais. J'avais déjà le design, j'avais déjà fait des études, mais il fallait un back-end, en fait. Il fallait quelqu'un qui fasse du mobile. Et donc, il fallait que je paye un développeur. Il fallait que j'ai une équipe de communication. Pour la communication, je suis allée pas sur des messages assez formels. Je joue autour des mots comme super-héros, comme partage ton pouvoir pour essayer de démystifier. Parce que si tout de suite je dis Armel, viens donner ton sang, une aiguille t'attend là, tu ne seras pas motivé. Mais si j'emploie des termes comme Armel, est-ce que tu sais que tu as un super pouvoir et que tu peux sauver une vie?
je suis un peu plus réceptif. Et donc, je suis allée dans cet axe de vraiment démystifier le don de sang. C'est pas facile parce que je vais pas dire que oui, j'ai déjà une super base de données, j'ai déjà tous les donneurs qu'il faut, c'est bon, c'est fini. Non, c'est un travail de longue haleine. Il faut, il faut continuer, il faut vraiment être présente, par exemple, à des événements de jeunesse, montrer que c'est important, en fait, plus montrer les bénéfices que peut-être les craintes. Et D'accord. donc, Et c'est vraiment un travail de longue haleine, oui. est-ce que les médias vous ont accompagné quand même dans ça? Est-ce qu'elles vous ont ouvert leur porte? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous entendez par les Les médias? médias, Gabon Télévision, est-ce que, voilà, Enfin, quand j'ai gagné le concours, tous les médias ont partagé l'information et je ne sais pas si c'était bien parce que les gens retenaient juste 10 millions. 10 millions. Donc, tout le monde m'appelait là, tout le monde me regardait, j'ai gagné 10 millions. Mais en fait, 10 millions, c'est rien. C'est rien, en fait. ouais, Donc, les gens n'étaient pas focus projet, mais ils étaient Ouais. focus cagnotte 10 millions. cagnotte, Mais effectivement, donc, d'accord. oui, je vais dire, j'ai eu un accompagnement. Par exemple, là, pour le lancement, j'ai pu être sponsorisée par JC Déco parce que n'affiche pas sur JC Déco qui veut, mais qui peut. Mais au moins, D'accord. j'ai pu être allégée à ce niveau et à d'autres accompagnements autour. J'ai demandé des sponsorings parce qu'il faut demander aussi. Des fois, on ne sait pas. On ne sait pas, on a un projet et on se ferme, mais il faut mieux toujours aller cogner à la porte, demander est-ce que vous pouvez, et puis ça peut marcher comme pas marcher. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même une petite liste de personnes, enfin, de structures chez qui j'ai Oui, cogné et qui ont été favorables parce qu'elles se sentent concernées. d'accord. Yuri, je ne sais pas si tu veux réagir aux propos ou. Non, mais en tout cas, féliciter Ah Aline oui. sur ce projet parce que c'est au Gabon, on a toujours cette peur-là et je comprends pourquoi elle parle de super-héros, le sang, ça évoque des fois voilà, des choses un peu compliquées là de chez nous. Oui, Et on a donc, une relation Mystique, difficile. mystique. donner son sang, on peut penser que voilà, tu vas aller faire je sais pas quoi avec et tout. Donc, Ça, c'est en tout vrai. cas, c'est important de démystifier et de montrer qu'il y a une vraie valeur derrière. Donc, sur ce point-là, je suis assez étonné parce que je savais pas qu'il y avait ce genre d'initiative et j'espère que ça va même en motiver d'autres parce que Mm. matière de santé, que ce soit même, moi, un sujet qui me tient à cœur, c'est tout ce qui est psychologie, etc., accompagnement mental au Gabon. C'est aussi un autre sujet qui est, on va dire, en tout cas, que je trouve délaissé et même quasiment tabou parce que les Ouais. gens Oui, ne veulent même pas. Donc, je pense qu'il y a plein de sujets comme ça, de mots, en cas de fléaux dans la société qu'il faut aller essayer de solutionner, mais par le numérique. Et je pense que le numérique peut être capable justement de briser toutes ces barrières-là. En tout cas, encore bravo Aline pour son initiative. C'est vraiment super. oui, oui, c'est vraiment à féliciter. Mm. Et pour mettre ce genre de projet, on a quand même besoin d'argent parce qu'effectivement, quand tu dis 10 millions, effectivement, les gens voient ça, mais c'est petit pour des gros projets. Et surtout, si on veut s'étendre, Yuri, pour apporter des solutions, toi, tu as besoin de programmeurs, tu as des coûts fixes qui peuvent être élevés. Est-ce que tu as eu à taper aux portes des banques et en général, on va dire dans ces projets, ce sont les banques qui sont les principaux bailleurs de fonds dans l'innovation et ce sont eux qui sont les moteurs de l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as cogné à leur porte et est-ce que derrière, tu as pu avoir des financements ou pas? Alors pour ma part, non, j'ai fait le choix de commencer petit. Après, dans notre domaine, comme je disais, la plus grande valeur, c'est la matière grise. Donc, que ce Ouais. soit pour un développeur ou pour un ingénieur de données, en tout cas, qui évolue dans la sphère technologique. On démarre vraiment avec notre tête et notre ordinateur et je pense que le reste, on n'a pas vraiment besoin. Donc, financement, je n'ai pas trouvé le besoin. Je me suis dit, écoute, on va à la recherche du client, on va accompagner nos clients et on verra si l'équipe ne cesse de grandir. Après, aujourd'hui, on a cette capacité de sous-traiter, on a cette capacité d'avoir une base de données prestataire. Comme elle disait, elle est front-end, elle n'est pas allée faire une formation back-end pour développer sa solution. Il y a déjà des experts back-end qui sont là, donc autant les utiliser pour avoir un produit de qualité. Donc, voilà, je pense qu'avec cette gymnastique-là, on arrive à démarrer. Et puis, non, pas, franchement, la technologie, comme je disais, même en termes de formation,
c'est un ordinateur, une connexion, et tu es parti, en fait. Donc, il n'y a pas besoin d'être Crésus ou en cas d'avoir un gros capital de départ, en tout cas, je dirais. Après, pour les applications, certes, il faut un peu plus de moyens, etc. Mais bon, tu peux commencer d'abord même par des petites applications en ligne sur Bubble ou sur des sites comme ça, juste voilà pour démarrer et tester, faire une page vitrine. Vraiment, quand on regarde l'évolution des Airbnb et quand on regarde leur premier site et le site qu'ils ont aujourd'hui, c'est un exemple comme ça. Ils ont commencé vraiment, le site était horrible, affreux. Tu voulais même pas réserver une chambre là-bas. Mais à force, justement, grâce aux développeurs front-end comme Alvin, ils ont amélioré l'expérience, ils ont eu de meilleurs partenaires, etc. Et aujourd'hui, le site est quand même assez top. Donc voilà, je pense qu'il faut commencer petit dans notre univers à nous. Il y a l'industrie, c'est plus compliqué, le commerce, c'est plus compliqué. Mais la technologie, vraiment, tu as un ordinateur, même un téléphone, tu peux commencer dans ton e-commerce, tu as tes perruques, tu as tes sacs, etc. Bam, tu es WhatsApp Business, tu envoies des messages à tes contacts et tu es parti, quoi. Non, mais Ouais, c'est vrai que c'est important à dire, ça, hein, parce qu'on a l'impression qu'il faut vraiment, avoir un bagage pas possible. Moi, je vous entends parler, sincèrement, il y a des mots, il y a des... Oui. Je comprends rien. Je me dis, mais Non, c'est mais trop compliqué. effectivement, il a pris l'exemple tout à l'heure. Moi, il y a un autre exemple qui est parlant. Amazon a commencé par une petite librairie en ligne. C'est un site très, très simple. On démarre par là et puis on évolue dans quelque chose de plus grand où les coûts effectivement peuvent être plus élevés, mais c'est innover technologiquement. Ça peut partir de... Il faut du temps, de l'investissement à mon avis, et il faut être motivé et commencer doucement. On n'a pas besoin de 10 millions, mais on a besoin surtout de motivation. Je pense qu'Alvin, tu peux le confirmer, je pense. Ah si, des fois, on a besoin. Pour un tel projet où il faut une communication, il faut être visible partout, il faut une application, parce que là, on parle de santé, on parle de connaître les groupes sanguins des personnes, il faut une sécurité, il faut quand même quelque chose. Après, je n'ai pas commencé là, j'ai commencé sur les groupes Facebook, sur le groupe WhatsApp, mais en évoluant, il faut maintenant avoir un cadre, si tu veux aussi qu'on te respecte. Super, ok. Et donc, du coup, pour le moment, est-ce que toi, tu as constaté une certaine incidence sur le terrain par rapport aux dons de sang? C'est-à-dire, est-ce qu'avec les organismes en place et les personnes, on en parle, tu m'as dit qu'il y a beaucoup de gens qui venaient déjà te voir pour le don de sang. Cette incidence, comment est-ce qu'on la multiplie et est-ce que tu as une projection sur comment est-ce qu'on peut faire évoluer et diffuser cela? Bah, ça, c'est vraiment une grande question parce que pour faire évoluer cela, je vais dire que, enfin, je vais prendre un dicton. Un doigt ne peut pas laver sur le visage. Moi, en tant que start-up, clairement, je ne peux pas faire évoluer de manière considérable et rapidement. Mais ce que je sais, c'est qu'avec le numérique, on peut avoir déjà une solution. Donc, celle de trouver des donneurs plus rapidement et à temps. Et puis après, on va avancer en travaillant avec les organismes, comme vous l'avez signalé, par exemple, moi, je ne sais pas, le CNTS, la Croix-Rouge, ça peut avoir un impact un peu plus fort. Parce qu'une start-up et une institution, ce n'est pas le même poids. C'est vrai que, je vais dire, on a toute la volonté, mais déjà rien que le fait de voir, par exemple, le logo de la Croix-Rouge, ce n'est pas le même effet que de voir le logo de China. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est progressif. Moi, c'est aussi un challenge parce que, comme on a dit, il faut commencer. Des fois, on a peur de commencer parce qu'on se dit, oui, on est tout petit, mais il faut moins commencer. Ce qui est sûr, c'est qu'en commençant, on sera vraiment sur le terrain et on va apprendre. Voilà. Donc, je suis dans cette optique. Il faut que je commence véritablement et au moins en avançant, j'aurai d'autres pistes de solutions et d'autres avancées. Facebook n'est pas le Facebook que nous utilisons il y a 9 ans, il y a 10 ans. Ce n'était pas ça. Voilà, donc il faut au moins commencer de quelque part. Et puis en avançant, et voilà,
On va être sur le terrain, on va être confronté à d'autres problèmes, à d'autres soucis. Qui dit problème dit solution. Donc, la vie est une succession de solutions. Donc, je pense que, voilà, on va aller de solution en solution et ça va être meilleur. Ok, merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut être motivé et aller trouver des solutions. Et je pense que Yori, lui, il apporte des solutions aux entreprises. Et tu as déjà eu des retours de certaines entreprises par rapport aux solutions que vous avez eu à implémenter. Même si peut-être, je ne Alors, sais pas si tu peux les citer ou pas, et s'il y a des soucis de confidentialité, mais voilà, si tu peux nous parler par exemple d'un projet qui a eu un bon retour ou une évolution oui, oui. que l'incidence. En fait, la plupart, bon, et m'étant créé l'année dernière, on va dire la plupart des projets que je pilote, c'est toujours en cours. Mais je peux parler on va dire, de bribes par-ci, par-là, et surtout peut-être l'expérience que j'ai eue en arrivant, et une qui m'a fait extrêmement rire. Je crois que c'est la première fois que j'ai pas pu me retenir en réunion. Donc, on était en train de faire un audit un peu pour le niveau de maturité numérique au Gabon. Et donc, on s'adresse au contrôleur interne de la structure. Et bon, voilà, d'une discussion à une autre, on évoque le fait, est-ce il pilote avec des tableaux de bord, des dashboards. Et du coup, le contrôleur interne, vraiment d'une manière assez innocente, nous dit des tableaux, oui, mais de bord, je sais pas ce que. Voilà, je maîtrise pas trop le sujet. Et Ok. c'est une anecdote comme ça qui reflète un peu, en tout cas dans un certain cas, en tout cas le niveau de technologie, en tout cas au sein surtout du travail, quoi. Parce que je pense que dans la vie de tous les jours, ils sont connectés, ils n'ont pas besoin, je pense, d'aide ou de formateurs pour apprendre à manipuler une application. Mais tout ce qui est applicatif métier, tout ce qui est ERP, tout ce qui est même tout simplement mail d'entreprise, énormément des mails d'entreprise, mais utilise toujours le Gmail ou le Yahoo. Voilà. En fait, c'est des petits réflexes comme ça sur lesquels il faut travailler. Donc, c'est pour ça que des fois, je conseille même à certaines sociétés, au lieu d'aller vite chercher le nouvel éditeur ou aller chercher la nouvelle technologie, il faut d'abord penser en fait aux hommes et donc à tes collaborateurs en fait, parce que c'est eux qui vont utiliser cet outil. Et si tu mets un applicatif 2022 moderne mais qu'ils y adhèrent Pas pas, bon, adapté, oui. voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont comme ça parce que ben, certaines structures, par exemple, n'ont pas de direction informatique. Certaines structures n'ont pas pensé en fait que en fait, la technologie de l'information serait aujourd'hui au centre décisionnel même d'une société. Hein, où, la DSI aujourd'hui a une aussi grande importance que d'autres directions, en tout cas dans des grandes sociétés. Parce que ben, l'information vient d'eux, en fait. Donc, toutes les décisions qui sont prises, tous les chiffres clés qui sont sortis, ça se base toujours sur la donnée, donc l'information. Et donc, voilà, en tout cas, je pense qu'il y a une très belle dynamique et puis les sociétés s'y intéressent de plus en plus. Vraiment, et je pense que depuis le Covid, et puis depuis qu'ils voient aussi, au Gabon, c'est ça, ils voient d'autres se transformer, des applications comme elle a cité Yobo se développer. Donc, on voit qu'on évolue dans un univers technologique et du coup, en fait, on veut s'y mettre, on veut aussi avoir par exemple, notre outil de prise de rendez-vous, on veut aussi avoir notre outil, quand on veut automatiser, on veut que ce soit depuis la maison, on puisse, par exemple, regarder les performances de la veille. On va pas encore appeler le DAF. Oui, Ouais. monsieur le DAF, donnez-moi les chiffres. Non, voilà. Et je pense que c'est des réflexes naturels aujourd'hui, surtout que c'est contraignant de se déplacer, même quand on est au sein de la capitale. Les déplacements sont assez périlleux, en tout cas certains jours. Et donc, le faire depuis chez soi, ne pas forcément aller jusqu'au bureau, être assez mobile sur son téléphone, sa tablette. Donc, je pense que naturellement, les décideurs, en tout cas le top management de ces structures, sont en train d'évoluer aussi, on va dire. Et donc, il y a beaucoup plus on va dire, de potentiel et le marché ne fait que grossir en réalité. Mais il y a pas assez d'offres techniques en tout cas. Il y a un déficit d'offres techniques. Je sais qu'on a pas mal de développeurs et d'ailleurs l'école de Soprater fait un travail magnifique sur ça.
développeurs de tout genre, des backs, des fronts, et des fois, après, ils évoluent même. J'en connais pas mal. Et il y a d'autres structures encore aussi qui essaient d'apporter. Mais bon, je pense qu'il faudrait au Gabon, en tout cas, des écoles, on va dire, à proprement parler, qui forment au numérique, mais pour avoir des diplômes d'ingénierie, des diplômes, on va dire, assez solides, pour ensuite créer en fait, tout un nouvel écosystème, en fait. Oui, c'est Parce en Afrique. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà, les développeurs sont ici, les ingénieurs sont là-bas. Et je pense qu'il faut aussi pouvoir structurer, c'est peut-être ce côté un peu structuré que j'aime bien avoir, mais pas process, etc. Mais voilà. Je pense qu'à l'avenir, si on arrive à tous se structurer, on aura les talents, on aura cette possibilité-là voilà, de savoir, par exemple, que Agnino est front-end développeuse. Bon, moi, c'est quelque chose, c'est une information, par exemple, que j'aurais peut-être pu avoir dans un forum, je sais pas, dans une activité Au qui sein d'une réunirait asso même. d'une action, voilà, qui réunirait tous les acteurs de ce secteur qui est assez jeune, donc on peut encore se réunir, pas comme d'autres secteurs qui sont assez matures déjà. Donc voilà, je pense que, en tout cas, je conseillerais aux gens de venir sur le terrain parce qu'il n'y a pas une meilleure réalité que le terrain. Tous les business plans et les business models et les market fit, ça se confronte sur le terrain, surtout dans nos D'accord. pays et spécialement au Gabon. Ok. Ok. Super. Charlène? Alors, je ne sais pas si on a des questions. Alors, j'en vois une. C'est sur la prise en main de la technologie à l'intérieur du pays. Je crois qu'Alvin, tu en as un peu parlé. On parle beaucoup de Libreville, de Port-Gentil, donc des grandes villes potentiellement. Mais quid justement de l'intérieur du pays? Donc la question est la suivante. Est-ce que la prise en main de la technologie est palpable dans l'intérieur du pays? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on met en place une technologie, on compte sur les Gabonais de l'intérieur au-delà de la capitale? Alors, je ne comprends pas très bien le dernier bout de phrase, mais je pense que c'est pour savoir comment ça se passe à l'intérieur du pays au niveau de la gestion justement de ces nouvelles technologies. Oui, Comment ça se passe? est-ce que Ouais. le marché de l'intérieur du pays est intéressant ou pas? C'est vrai qu'effectivement, on a Libreville, Port-Gentil, mais finalement, si on a besoin du sang, il y a beaucoup de donneurs qui peuvent se trouver en Exact. mandat. Oui, bon, je pense que déjà, comme Yuri l'a dit, l'usage est assez basique, c'est-à-dire qu'on est encore sur du basique. Et quelque chose d'autre, c'est qu'on n'a pas une forte population. Tout le monde est concentré dans les capitales, ce qui fait que c'est pas qu'on ne veut pas, mais c'est un peu plus lent, ça prend un peu plus lentement parce que tout le monde est en fait à la capitale. Et si à Libreville, par exemple, on est en 4G, on a la fibre, ce n'est pas le cas pour les provinces. Je ne sais pas s'il y a la 4G, je ne pense pas. Ils sont encore à la 3G, par exemple, et il n'y a pas de fibre. Peut-être Port-Gentil dernièrement, mais donc c'est encore assez lent. Comme je l'ai dit au départ, quand on parle de numérique au Gabon, on voit souvent les capitales, mais à l'intérieur, c'est encore assez basique. Et là, le phénomène de la population, qui n'est pas très nombreuse, c'est un frein aussi, ce qui fait qu'on va prioriser d'abord les capitales et ensuite on va aller tout doucement à l'intérieur du pays. Mais bon, moi je pense que qui va lentement va sûrement, certainement. Donc, il ne faudrait pas se précipiter parce que même déjà sur le basique, on a du mal. Je pense qu'on a un problème déjà de l'éducation numérique. Je ne sais pas si je dois dire ça comme ça. Oui. Comme Yuri a pris l'exemple du mot de passe, par exemple, on va mettre 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4, ça ne te protège pas. Donc déjà, pour ces notions basiques, on a besoin déjà de revenir dessus parce qu'on a tout ce qu'il faut pour avoir toutes les plateformes. On peut créer toutes les plateformes, mais déjà, si sur ce basique, on n'arrive pas à tenir, en fait, ça ne sert à rien, j'ai envie de dire. On a vraiment besoin d'éducation numérique, de savoir, par exemple, que se connecter à un Wi-Fi public, c'est dangereux parce qu'on a des informations que même le petit hacker peut avoir. On a besoin de savoir qu'un mot de passe doit avoir pas que des lettres, pas que des chiffres, mais il faut mettre des caractères spécifiques. En fait, il y a déjà cette base qu'il faudrait faire pour espérer une bonne utilisation des plateformes. On Et c'est pourra ce que faire tout. fait l'école 241. Il essaie de vulgariser cette éducation numérique, d'après ce que je Oui, mais après ça, sais pas c'est assez. surtout du côté des acteurs du numérique. Mais ce que je veux dire, c'est Ouais. que les utilisateurs doivent pouvoir connaître jusqu'où ils peuvent aller avec le numérique, jusqu'où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce que
rien que le mot de passe, il faut juste rester sur l'exemple du mot de passe, rien qu'avec le mot de passe, on n'a pas compris le numérique en fait. Donc, moi, je pense qu'on a besoin d'une éducation, peut-être d'aller déjà dans les écoles primaires pour démystifier, pour montrer l'importance. Aujourd'hui, le numérique, ça s'arrête juste à une application, aller sur Facebook. Sur Facebook, j'insiste, sur TikTok, en fait, c'est ça. Mais on peut faire tellement de choses avec et on peut, voilà. Donc, je pense que le problème n'est pas tant de pouvoir aller à l'intérieur du pays ou de penser à l'intérieur du pays, mais c'est déjà de pouvoir éduquer la population sur le numérique, sur son utilisation, comment l'utiliser. Et puis, voilà, toutes ces questions basiques dans un premier temps. Je pense que c'est ça. D'accord. Yuri, tu aimerais compléter? Oui, effectivement, pour tout ce qui est intérieur du pays, c'est vrai qu'en termes de, on va dire, si on parle purement business, on va pas commencer à part si le projet, il y appelle, hein, l'agriculture, ou avoir des terrains un peu plus accessibles. Ok, là, on peut s'éloigner, mais il faut aussi respecter une certaine distance de la capitale pour que ça devienne rentable. Mais en termes de technologie, en réalité, il faut, je pense, se concentrer effectivement sur une zone prédéfinie, assez dense, pour pouvoir vite faire, on va dire, se faire la main. Et ensuite, je pense que naturellement, ça va se déporter vers l'intérieur. On a le câble, le backbone qui va normalement être accordé jusqu'au Congo. Donc, je pense qu'on aura à l'avenir une connectivité sur l'ensemble du territoire. Je ne sais pas à quelle échéance, mais en tout cas, je crois que ça va venir. Et donc, je pense il faut attendre. Naturellement, je pense que ça va s'étendre et ça va se faire. Moi, je sais que par exemple, à Franceville, c'est connecté, mais bon, dès que tu rentres à l'intérieur, des fois, tu perds rapidement la connexion. C'est pas évident. Donc, je pense que ça va venir, mais il faut pas non plus. Par exemple, le mobile money, ça a très bien intégré parce que ça a contourné, c'est passé par le réseau de télécommunications, donc qui est quand même beaucoup plus répandu. Et donc, voilà, il faut peut-être trouver des stratagèmes comme ça pour pouvoir pénétrer l'intérieur. Mais si on est full web aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident pour y avoir accès, quoi. Tout simplement en termes de matériel et de réseau. Je pense que c'est simplement ça. Mais quoique, moi, je voulais relever une application, je crois, kenyane, si je ne me trompe pas, qui a développé en fait la détection, je crois, des maladies de la feuille de manioc. Et en fait, ils ont mis, on va dire, le modèle, en tout cas l'algorithme qui décide si oui ou non, ou qui détecte quelle maladie c'est, à l'intérieur en fait de l'application. Donc, il n'y a pas besoin de connexion. Et donc, il y a peut-être des solutions comme ça aussi à venir, en fait, des applications qui fonctionneraient sans 4G, parce que l'algorithme, là on parle un peu d'intelligence artificielle, bon, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, est hébergé au sein même du téléphone, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin d'aller se connecter sur le réseau pour avoir accès à l'information qui serait sur le cloud, par exemple. Voilà. Donc, je pense qu'il y a du potentiel, et puis bon, les gens vont se tourner petit à petit. Il faut trouver des astuces comme c'est Kenyan, il faut trouver des voies et moyens pour attaquer l'intérieur et en fait complètement oublier la connectivité pour l'instant. Ok, très bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin la fin de l'interview. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu traiter, par exemple le comparatif entre ce qui se passe dans la sous-région et ce qui se passe au Gabon. Est-ce qu'on aurait pu penser, ou est-ce qu'on pourrait penser à l'avenir justement à faire la jonction entre ces différents pays pour développer un peu plus justement cet aspect d'innovation technologique, donc dans la sous-région avec d'autres pays, Cameroun ou encore Centrafrique ou autres, hein, est-ce qu'on aurait pu penser? Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Tout ça pour dire que, dernière question, vous êtes rattaché au ministère du numérique, où vous êtes ministre en charge du numérique au Gabon. Quelles sont les 3 mesures que vous décidez finalement de mettre en place pour faire prospérer l'entrepreneur technologique dans l'espace économique et social gabonais? 3 mesures, pas plus. C'est un peu la question qu'on pose à la fin pour essayer de retenir, un peu faire une sorte de synthèse résumée. Oui. Voilà. Bon, bah, Donc, toi, je commence. Madame la ministre, Voilà. Dans un premier temps, je parle vraiment là déjà comme Madame la ministre. Je vais instaurer le numérique dès le primaire.
pour démystifier, pour que ce soit déjà une culture, pas juste une vision d'esprit, mais une culture. Donc, dès le primaire, voilà. Ensuite, la deuxième mesure, c'est les lois pour accompagner, parce qu'il n'y a pas assez de lois avec le numérique, il n'y a pas de protection, il n'y a pas de loi vraiment qui accompagne. Aujourd'hui, par exemple, les pharmacies, elles ont du mal à faire le click and collect, à développer tous ces aspects en rapport avec le web parce qu'il n'y a pas de loi. Ça veut dire que quelqu'un, demain, il peut te porter plainte, bah, il aura raison, il n'y a rien qui te protège. Donc, les lois. Et la troisième chose, c'est que il y aura des hackathons tout le temps, en fait. Il y aura des compétitions inter-établissements, vraiment, pour, pour déceler les talents assez tôt et pour que ce soit plus aujourd'hui vu comme un métier des geeks, un costaud avec la barbe comme Yuri. Non, en fait, une jeune fille aussi peut être développeuse, un jeune garçon. Donc voilà, en fait, les trois mesures. Ok, super intéressant, très très intéressant. Et c'est quoi le dernier point, hackathon? Oui, Oui, il faut expliquer, Charlotte, c'est quoi c'est-à-dire en 24 heures, par exemple, Voilà. il faut proposer une solution. Donc, hackathon, c'est un mot valise. Il y a hack et il y a le temps de marathon. Donc, en 24 heures, vous codez là non-stop. Franchement, super. c'est super. D'accord, on vous Ok, donne un génial. exercice et il s'agit de résoudre cet Voilà, c'est ça. exercice en un temps très limité. Et donc, ça D'accord. permet, comme elle le dit, effectivement, de faire émerger des profils qui pourraient être des solutions demain et être encadrés. Ok, Du coup, super. Yuri, on attend tes 3 mesures, mais il ne faudrait pas copier sur ta camarade ministre. Non, mais il y a un point où on est obligé de se retrouver, c'est sur l'éducation. Oui, c'est Elle vrai. parle du primaire et on va aller au secondaire, à l'université, aux écoles. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un point où il faut former. Parce que pour développer une économie, il faut les hommes. Il faut donc qu'on soit formé aux nouvelles technologies et puis les nouvelles méthodes de management aussi que ça amène, parce que c'est une autre manière de fonctionner quand on est entouré de technologies que quand on est en processus manuel. Euh, cette verticalité qu'il faut essayer d'amoindrir, etc. Donc voilà, je pense l'éducation en premier lieu. Euh, En deuxième lieu, je dirais en fait, moi, j'ai un pays, donc j'implémenterai en fait la feuille de route de l'Estonie. J'invite les plus curieux à aller voir ce que l'Estonie est en train de faire numériquement parlant. Aujourd'hui, 98% de leur relation avec les citoyens se fait en ligne. Je crois que l'Estonien se déplace à la mairie que pour se marier et pour divorcer. D'accord. C'est 2 fois où ils se déplacent. Donc, moi, bon, ils ont fait sur 25 ans. Donc, moi, voilà, deuxième prise en main. Et bon, l'éducation rentre dans ce projet-là. Je pense, en Ouais. fait, les 3 mesures, en fait, c'est une seule direction, genre une vision. Et en troisième, euh, que puis-je dire? C'est en fait la construction d'un data center national. Parce que je considère qu'aujourd'hui, certaines sociétés hébergent sur OVH, hébergent sur Google Cloud, sur Amazon Web Services ou Azure, peu importe, en tout cas quand c'est hébergé à l'extérieur. Mais on est capable aujourd'hui, en tout cas, de développer un data center gabonais qui va pouvoir héberger, par exemple, les sites administratifs, toutes des informations de santé, l'hébergement de données de santé, Ouais. du Gabonais pour qu'on puisse avoir maintenant de statistiques un peu plus précises aussi sur les différentes maladies, etc. C'est aussi quelque chose qui est pas encore très développé au Gabon, de ce que j'ai pu observer. Même rien que le Grand Libreville, on a du mal à dire combien il y a eu je sais pas, de palus, par exemple, dans toutes les cliniques du Gabon, parce que les Ouais. informations sont assez fermées. Et donc voilà, je pense que c'est ça, c'est ouvrir totalement et puis faire du Gabon, je sais pas, l'Estonie d'Afrique. Mais vraiment, D'accord. j'invite tout le monde à aller voir ce pays et ce qu'ils sont en train de faire, Non, mais c'est vraiment brillant. ouais, je suis vraiment d'accord avec toi parce qu'il faut effectivement l'éducation, vulgariser cela, c'est important. Derrière, il faut détecter et aussi l'idée d'un data center, c'est même pour l'utilité, ça permettrait de la souveraineté nationale au niveau des données parce que on est obligé toujours de faire héberger ailleurs, mais il y a des données sensibles que ce soit étatique ou comme Advin sur son projet avec le sang,
c'est dangereux que ce soit hébergé ailleurs et que on perde en souveraineté à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment, cette interview a été vraiment une très belle interview. C'est ma première et je suis content de commencer et de la faire avec vous tous. Oui, non, c'était très intéressant, c'est sûr. Et ça tombe bien justement que ces idées-là aient été développées parce que la suite pour nous, en tant que groupe de réflexion, en tant qu'institut, c'est vraiment de poursuivre la réflexion au travers d'articles, au travers de rapports. Donc, ne vous étonnez pas si d'ici quelques semaines, je reviens vers vous justement pour développer certaines de vos idées, notamment sur l'éducation numérique, qui est une vraie question, qui est un vrai sujet. Et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de coupler ça aussi avec le fait de renforcer les structures telles que la structure dont tu parlais pour centraliser les données, qui peut aussi être intéressant du point de vue justement de la protection de l'État, de la protection de la souveraineté des données de l'État gabonais. Ça peut vraiment être intéressant. Donc, vraiment, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de découvrir des talents gabonais. Hein. Je me répète peut-être, mais moi, c'est vraiment un plaisir de me rendre compte à quel point on est un pays riche, mais vraiment riche en talents. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas tous se connaître. Et vraiment, l'objectif de l'Institut, c'est ça, c'est de regrouper, de créer des synergies entre nous, de nous regrouper et travailler chacun dans son domaine, mais ensemble pour faire évoluer le pays. Donc, je pense que c'est de toute façon de cette façon-là qu'on va arriver à produire quelque chose de grand. Donc, le mois prochain, on va aborder la question de la gastronomie. Peut-être que vous serez avec nous, en tout cas connectés parmi les interlocuteurs. Je ne sais pas si vous voulez dire un dernier mot avant qu'on se laisse, on se quitte ce soir. Moi, je vais dire à ceux qui nous regardent de passer d'utilisateur à acteur du numérique, c'est pas sorcier, c'est le seul mot. Passer d'utilisateur à acteur, c'est pas sorcier, c'est tout. Ok. Elle a raison encore une fois, et je vais juste appuyer en répétant ce que je disais tout à l'heure. C'est un ordinateur, une connexion, et tu es parti. Donc vraiment, c'est ça. Ordinateur, connexion, tu as YouTube, tu as Stack Overflow pour les développeurs, tu as GitHub, tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Donc il faut juste chercher un peu et ça va le faire. Tout le monde peut innover. C'est clair. Ouais. Ok. Overflow, ok, bon, très bien. Oui, GitHub, voilà. C'est des plateformes d'apprentissage. Essayez de faire quelques recherches ce soir, mais bon, demain, c'est férié. En fait, quand tu parles effectivement d'un PC, une connexion YouTube, c'est tu apprends. Tu peux apprendre dedans, il y a des tutoriels et GitHub, tu peux avoir déjà des fichiers prédisposés que toi-même tu peux découper et ajouter et agencer. Et donc, du coup, tout le monde peut le faire. Il suffit d'avoir de la motivation. Et c'est vrai que ce qu'Alvin a dit, c'est très important de devenir acteur. Voilà. Okay. Merci beaucoup. Très bien. Merci en tout cas. Merci à tous. À vous. Merci. Et bonne soirée à nos followers. On va dire ça comme ça.